Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne Sorcerer et aujourd'hui on continue encore dans ma saga du sport français, plus précisément un domaine que je maîtrise, le foot. Les gens, je pense que maintenant on peut compris, pour ceux qui me suivent en story et tout, que je suis aussi passionné par le foot, même si vous me voyez seulement danser dehors et que je ne fais pas de story sur le PSG en permanence et autres et tout. Je suis un très très grand passionné de foot. C'est une passion qui m'a été transmise par mon père et par mon oncle, qui étaient des vrais connaisseurs de foot. Et pour anecdote encore, mon père, à un moment donné, il avait été un pas dirigeant, mais il avait travaillé dans l'organigramme un peu du Dynamo de Douala comme juste trésorier. Et de cette expérience-là, il a quand même une expérience en club et c'était un homme d'une vaste culture sur beaucoup de choses, surtout aussi du football qui m'a appris vraiment à comprendre. Donc si j'ai la culture foot même du passé, c'est grâce à mon père et grâce à mon oncle aussi, dont je les rends hommage et qu'il repose en paix parce que je vois maintenant comment on appelle un peu, je vois un peu l'impact qu'ils ont eu sur moi et que ma manière de réfléchir sur ces sujets-là, c'est grâce à eux. Je n'avais pas eu ces deux personnes-là dans ma vie, je pense pas que je analyserais ce sport-là avec aussi autant de finesse. Pour commencer, dans ma saga toujours du sport français, plus précisément du foot français, que j'ai commencé depuis avec le sujet sur Kev Adams et ça allait sur la DTN et là c'est parti sur l'IPI qui a biberonné le foot français. On est toujours dans la continuité de ce que je dis là et comment ça s'est matérialisé avec une génération qui était destinée à marquer le foot mondial. Le gang de la génération 87. Vous avez bien reconnu les visages que vous voyez là. Hatem Ben Arfa sur le côté gauche, Sami Nasri au milieu, Jérémy Ménez sur le côté droit de la photo et de l'extrême droite, Karim Benzema, qui, pour la gouverne, dans l'Euro des moins de 17 ans, n'était pas titulaire. Et c'est un peu paradoxal de se rendre compte que c'est lui qui finira Ballon d'Or. C'est très opposé. Je pense que la photo là, ça dit tout. Hein. L'extrême gauche, Ben Arfa avait la carrière qu'il a eue. Et l'extrême droite, Karim Benzema avait la carrière qu'il a eue. Et au milieu, les deux là, Nasri et Ménez. Je trouve que c'est magnifique la photo que j'ai trouvée là. Parce que ça exprime vraiment les destins qu'ils ont eu après de carrière de ces personnages. Le gang de la génération 87, pour moi, représente tout ce que j'ai dénoncé sur la DTN en France. Et comment la DTN, le fait que la DTN ait véritablement gâté la génération que vous voyez là. On les a souvent accusés de tous les maux, mais je pense pas que ce sont eux les responsables. Je pense que leurs responsables, c'est les institutions qui n'étaient pas fortes pour pouvoir gérer 4 joyaux comme ça. Ils n'avaient pas un, deux, trois, mais 4 joyaux. Quand tu vois comment ça s'est passé en équipe de France avec ces 4 personnages-là, tu comprends parfaitement que ça va au-delà des problèmes seulement de personnalité de joueurs. Ça va à un problème d'un système qui a eu pendant très longtemps. Cette génération-là, je l'ai vue grandir à mes yeux. Elle est un peu à peu près la même génération que la mienne. Le problème était beaucoup plus profond par rapport à la DTN. Comme je l'ai fait un peu en prélude, France 98 est la pire chose qui est arrivée au football français. France 98 est la pire chose qui arrive au football français. Je ne cesse de le répéter. Beaucoup d'experts, même beaucoup plus qualifiés que moi, et même Hatem Ben Arfa, que ça j'aime bien, il faut que je me mette un peu sur Hatem Ben Arfa là. Hatem Ben Arfa, oui, sa carrière a été gâchée par lui parce que c'était un personnage et tout.
Mais Hatem Ben Arfa ne manque pas d'intelligence. Hatem Ben Arfa est juste quelqu'un qui est trop dans l'intuition. Quand je vois les analyses qu'il a sorties ces dernières années sur le football français, c'est très intéressant. Je suis très curieux de voir son après-carrière. Je pense qu'on pourrait être surpris par ce mec. Parce que c'est déjà quelque chose que je veux remettre un peu de trucs. Hatem Ben Arfa est vraiment passionné par le foot. Mais vraiment par le foot. Ça, il y a deux, trois trucs que j'ai vus en interview là-bas. Il m'a assez plu, fasciné, et que j'ai adoré entendre de sa bouche. Parfois, il raconte beaucoup de conneries, mais il y a dernièrement, depuis 2018, 2018 et tout, sur son constat du football français, c'était très intelligent, très pertinent. Je me rappelle quand la France avait gagné la Coupe du Monde 2018, il avait dit un truc, vous voyez l'article que je sors là, il avait ressorti un truc que j'avais trouvé foncièrement intéressant. Il disait, si je paraphrase un peu, que c'est magnifique que la France ait gagné la Coupe du Monde, mais j'espère qu'on va pas faire comme en 98 où on va, comment on appelle ça, s'inspirer de ce style-là, pouvoir construire dans nos centres de formation encore parce que ça va tourner à la catastrophe. Je me suis pincé 5 fois, 6 fois pour voir qui avait dit ça. J'ai regardé 1, 2 fois. J'ai dit, attends, c'est Denouex qui a parlé ou c'est Ben Arfa? J'ai regardé, c'est Ben Arfa qui a parlé comme ça. Et j'étais agréablement surpris qu'il avait cette analyse-là. Parce que souvent, on met les gens dans des stéréotypes, des trucs par rapport à 2, 3 trucs. Je ne dis pas que c'est Einstein, mais je dis que il est beaucoup plus intelligent que vous le pensez, ce mec-là. Je sais que les médias l'ont donné un peu cette image, un peu truc, et là, il avait le bâton pour se faire battre. Hein. Mais il le méritait. Il le méritait. Mais, arrêtez un peu, sortez un peu de la caricature qu'on vous donne et essayez de regarder les gens en profondeur. Ben Arfa est beaucoup plus intelligent et maintenant qu'il a un peu plus il a un certain âge maintenant et tout, je pense que ce serait très intéressant de le voir un peu comme dirigeant dans un sport. Je pense que c'est quelqu'un qui va nous surprendre. L'après-football de Ben Arfa va beaucoup nous surprendre. Aussi surprenant, ça va beaucoup nous surprendre. Il y a un autre truc encore que j'avais vu, encore une interview qui m'avait marqué. C'est l'interview de truc de futsal où il parlait des équipes que lui, il adore. Il parlait du Brésil de 70. Il parlait de l'équipe de France, que son équipe de France préfère. Là, j'ai carrément même eu les larmes quand il a dit ça. J'ai dit, je ne savais pas. Il a dit, quand il parle de l'équipe de France, il dit, moi, je préfère l'équipe de France des années 80. Le truc, les 4 numéros 10 et tout. J'ai dit, je me suis posé comme ça, j'ai dit, attends. Mais Ben Arfa, pourquoi ça? J'ai un peu bugué. Des trucs que je défends depuis des années. Il parlait de la Hollande des années 70. Je l'ai regardé, j'ai dit, mais c'est Ben Arfa, on ne parle pas assez de ça. Je vais vous laisser l'interview. Vous allez écouter. Je vais vous mettre l'interview en post-prod, vous allez écouter. De Cruyff à l'époque, t'as le Barça de Rijkaard, pas de Guardiola, de Rijkaard juste avant. C'était impressionnant aussi en termes d'émotion, je te parle. Une équipe qui m'a impressionné aussi, c'est le Milan de Pirlo, Kaka, Seedorf, etc. Lyon a joué contre eux à l'époque. On a joué à San Siro, il y avait Kaka, tout le monde. Donc ça fait 3. T'as l'équipe de France, 1982, quand ils jouent avec 3 numéros 10 au milieu. Le Brésil années 70, c'est magnifique. Après, j'ai été bercé par ça, moi. Maintenant, je sais pas si ça va parler à des gens d'aujourd'hui, mais moi, j'ai été bercé par ça. Avec Pelé, etc., Garincha, c'était incroyable. Donc voilà, ça fait 5 alors. Il y a des choses sur ce gars-là qui me prédit quelque chose de très intéressant à l'après-foot. Je ne sais pas ce sera sur quoi, je ne sais pas si c'est coach, je ne sais pas si c'est truc. Mais Ben Arfa risque de nous surprendre l'après-carrière. Je préviens la vie est longue. Les maturations des gens sont particuliers et les destins des gens sont particuliers. Oui, il était destiné à être tout ce que veut. C'est vrai que ce mec-là aurait dû être aujourd'hui à la même table que Messi et Cristiano Ronaldo. On le sait. Et c'est de sa faute. À 90%, c'est de sa faute. Mais les 10% aussi, c'est comment on a géré des talents comme ça dans la DTN française. 90%, c'est la faute de Ben Arfa. 95% même si vous voulez. Mais,
je pense aussi que prenez le temps de voir la maturation. Chaque individu a une maturation. Je suis bien curieux de voir l'après-carrière du gars que vous voyez là. Il a des idées, il a des analyses foot qui sont loin d'être connes, surtout des analyses du foot français. Très loin d'être connes. C'est un peu ma parenthèse sur le personnage. Donc, cette génération 87 là, qui était censée récupérer l'héritage de 98, qui pour moi représente un peu le bordel de 98, le Black Bomber, l'héritage complètement destructeur un peu de la victoire de 98, parce que la victoire de 98 a fait en sorte que les centres de formation, que tous les centres de formation prennent pour modèle un peu le délire qu'on voyait justement de la victoire de 98, c'est-à-dire que si tu es arabe, tu ressembles à Zidane. Si tu es arabe, tu dois être forcément technique comme Zidane. Si tu es noir, tu dois être grand truc à la Patrick Vieira et avoir peut-être une masse musculaire un peu à la Desailly. Si tu es blanc, petit, court, tu es forcément un Deschamps. Donc, on doit chercher des futurs Deschamps, des futurs Zidane, des futurs, comment on appelle un peu ça, des futurs Patrick Vieira et des futurs Desailly ou des attaquants racines martiniquais qui rappellent un peu Thierry Henry. C'est-à-dire que le profil était racisé, le profil était vraiment même au-delà même dégoûtant dans le racisme parce que ça met et que pas un racisme qui était seulement juste les Noirs et les Arabes, un racisme qui était sur les Blancs. C'est-à-dire que on te faisait comprendre que si tu es blanc, tu te rappelez-vous le nombre de gars qu'on a comparé à Deschamps, Sébastien Biosiel, Mathieu Berson, le nombre de gars qui ont été des nouveaux Zidane, Kamel Meriem, Mourad Mekni, Sami Nasri, la liste est longue. Donc on a affaire à vraiment une formation et autres et tout. Et ces 4 joyaux-là, justement dans le marasme-là, n'ont pas pu être bien géré dans les centres de formation, même après, pas les centres de formation, mais dans les équipes nationales de jeunes, après le truc de 17 ans, là. Le truc de moins de 17 ans où ils avaient gagné l'équipe d'Espagne. Et allez voir l'équipe d'Espagne un peu de cette génération-là, de l'Euro 2004, là, c'est très amusant. Parce que beaucoup de cette génération-là vont faire partie de la génération qui vont gagner la Coupe du Monde 2010. Comme quoi, les destins, c'est assez amusant. Allez regarder l'effectif de la génération qui gagne là de l'Espagne là, c'est l'Espagne, il y en a beaucoup qui font partie de cette génération là qui vont gagner le mondial 2010 6 ans après. Parce que vraiment le firmament de cette génération devait se matérialiser à la Coupe du monde de 2010. Le comportement de certains gars aussi était mérité. Benzema, son comportement en équipe de France et sa carrière aussi. S'il faut parler de lui, qu'il a une grande carrière maintenant, mais même si quand tu la regardes un peu, Benzema, c'est un grand joueur du football français. Hein. C'est l'un des meilleurs attaquants de l'histoire du foot. Hein. Là, maintenant, on peut le classer vraiment parmi les meilleurs attaquants de l'histoire du foot. Ça dépend maintenant de comment vous le voyez, mais il est un des meilleurs attaquants de l'histoire du foot. Je pense même qu'il a révolutionné aussi le poste d'attaquant. Benzema. Il a montré qu'un attaquant est bien plus qu'un gars qui marque des buts. Il a une compréhension du jeu qui est absolument super. Même, je faisais souvent même une comparaison comme ça. Roger Mila, dans sa façon de jouer, me rappelle souvent, Benzema me rappelle souvent même Mila, même, dans sa façon de jouer. Comprendre que être footballeur, c'est bien plus que quelqu'un qui marque, être attaquant, c'est bien plus que quelqu'un qui marque des buts. C'est quelqu'un qui participe au jeu. C'est ça qui m'a fasciné beaucoup chez lui et dans sa façon de jouer. Et ce qui me plaît aussi avec Karim Benzema, ce qui est marquant aussi avec Karim Benzema, sa carrière n'a pas été de tout repos. Ne croyez pas que ça a été facile lui-même au centre de formation de Lyon. Il n'avait pas une statue de prodige et autres et tout. Vous savez bien que le prodige, c'est celui qui est à l'extrême gauche là-bas. Le statut qu'il avait à Lyon, on le trouvait en surpoids. Ça n'a pas été truc là-bas. Il a beaucoup bossé. Beaucoup bossé pour arriver même à être joueur professionnel. Il a beaucoup fait un travail. C'était quelqu'un qui était beaucoup plus ambitieux. Je pense beaucoup plus ambitieux et à l'écoute de ses aînés que les 3 autres.
Jérémy Ménez, sans vouloir être méchant, il a un talent exceptionnel, mais c'est sincèrement le gars le plus, on va être un peu respectueux, le plus simple dans la tête, pour ne pas être plus méchant. On va un peu respecter ce gars. Je veux pas parler, mais vous avez compris ce que je veux dire. Des quatre, c'est celui qui est le plus, je parle pas en termes de talent, je parle en termes d'état d'esprit. Parce qu'un joueur de foot, tu ne veux pas juste analyser ses pieds, il faut analyser sa tête. Dans la tête, Jérémy Ménez est, mon Dieu. Même quand je regarde les interviews, même quand je regarde les trucs, rien d'intéressant ne sort de sa bouche. Il est seulement un gars qui savait jouer au foot et qui avait un grand talent aussi. Je pense, je me rappelle surtout sa période à la Roma, sa période à Monaco. Je me rappelle de son match, je sais plus c'était quel match à Sochaux à l'époque. Il avait 17 ans, il avait planqué un triplé là. C'était incroyable. Ancelotti adorait ce joueur-là. A jamais pu. Ancelotti adorait énormément Menez. Quand il était au PSG, je veux dire. Mais excusez-moi le mot de dire très simple dans la tête. C'est très basique dans la tête. Pour revenir à Karim Benzema, ça n'a pas été facile. Je pense que Karim Benzema, c'est un bon garçon, mais pendant longtemps, ça a été un bon garçon influençable. Parce que j'ai remarqué un peu chez les footballeurs, surtout en France, je ne sais pas comment ça se passe je ne sais pas comment ça se passe dans les autres pays, mais en France, un peu pour ce que je connais par les informations que j'ai et par les gens que je sais qui ont été dans les centres de formation français et tout, il y a une fascination un peu pour les gars un peu de la culture, on va dire un peu hip-hop français, un peu les gars de la culture de la rue en France. Et je pense que pendant longtemps, ça a gangréné un peu le mindset des joueurs de foot joueurs de foot de cette époque-là. La culture banlieue est quelque chose qui a fait beaucoup de mal au foot français. Et Benzema a failli être un peu l'exemple de ça. Benzema, ça peut être un très bon garçon quand il le veut, mais rappelez-vous de sa carrière, comment elle était à un moment donné quand il traînait avec des mecs comme Rof et quand il traînait avec des gars comme Booba. Rappelez-vous de sa carrière. Sa carrière prend une autre dimension quand il coupe avec ces individus-là. Benzema, rappelez-vous, au Real Madrid, Esta Muerte. Les gens oublient souvent. Moi, j'oublie pas. Je me rappelle encore de ça. Esta Muerte. Et c'était à l'époque où il traînait avec ces gens. C'est un bon garçon influençable. La plupart des jeunes footeux qui viennent certes de familles de banlieue, mais ne grandissent pas dans ces univers-là, ils ont une fascination généralement pour les gars et autres, tout parce que ce sont les gars cool. Ces gars qui sont dans ces milieux-là sont les gars cool des banlieues. C'est-à-dire c'est eux qui sont cool. Eux, ils deviennent cool quand ils deviennent professionnels. Mais les gars qui veulent être dans leur essence, c'est beaucoup plus ces mecs-là. C'est pour ça qu'ils singent les coudes là. Quand ils ont l'argent, ils commencent à singer bêtement les coudes de là. Benzema a été l'exemple de ça pendant de nombreuses années. C'était que le truc avait le hip-hop avec Rof, qu'est-ce que je veux dire encore là, les trucs avec Booba, il y a plein de trucs dans Benzema un peu que je regardais comme ça, je levais un peu la tête. Et quand il a coupé avec ces fréquentations-là, regardez comment sa carrière a été d'une fulgurance phénoménale. Il est devenu Ballon d'Or. Il n'y a plus, vous vous rendez compte que c'est le dernier Ballon d'Or français. Ballon d'Or. Il n'y avait plus de Ballon d'Or depuis Zidane. Le dernier Ballon d'Or français, c'est lui maintenant. C'est aussi dire. Imagine un peu comment aurait été sa carrière s'il n'avait pas eu ses fréquentations plus tôt. Peut-être c'était pas un ballon d'or qu'il aurait, c'était peut-être 3 ballons d'or qu'il aurait.
Imaginez un peu, et son histoire avec l'équipe de France est symptomatique. Est symptomatique. C'est symptomatique vraiment de la France et ses banlieues. C'est symptomatique. C'est pour ça que le foot est très intéressant. Ça. Même sociologiquement, tu peux analyser beaucoup de choses. Benzema est la représentation typique de la France qui a un problème avec ses banlieues et comment on appelle ça, un discours qui ne passe pas, une communication qui ne passe pas. Il est le porteur de ça. Cette génération-là, 87, est le porteur de ça. C'est de la non-communication qu'il y a de la France et ses banlieues. Ils ont, qu'ils le veuillent ou pas, ils ont porté cette image-là. Cette génération-là. Regardez ce qui s'est encore passé dernièrement avec Deschamps. Je ne pense même pas que c'est Benzema le fautif dans l'histoire. J'ai l'impression que c'est un peu Deschamps qui a fait un peu du sale dans cette histoire-là. Benzema et Deschamps, je pense que ça restera toujours une blessure dans la carrière de Benzema, de se dire que il marque un titre international. Je ne veux pas oublier l'Euro 2020 là où il a été extraordinaire. Je n'ai pas envie d'oublier ça. Il avait été extraordinaire. Cet Euro 2020 là. Ça se joue à rien que la France et tout. La France était encore partie pour gagner l'Euro. Hein. L'Euro 2020 là, la France était partie. Hein. S'il n'y a pas cette petite erreur de Pogba là, parce que je me rappelle le match, ils étaient complètement dominés contre la Suisse et après Benzema fait un truc. Après Pogba qui était incroyable toute lors de cette compétition, l'Euro 2020 te plante un but de malade et c'est le même gars qui vient faire la faute. L'Euro 2020 là, je suis convaincu que la France gagne l'Euro là. L'Euro là, s'il n'y a pas l'accident de contre la Suisse là, c'était bien parti pour prendre encore ça, cette histoire là. C'était bien parti. Et Benzema, je pense que ça aurait changé un peu l'image de Benzema qu'on a en France et peut-être lui donner une meilleure dimension encore dans le football français parce que oui, c'est vrai, il est ballon d'or français, il est truc, mais son histoire dans le football français sera assimilable un peu à des personnages comme Cantona, comme Ginola, c'est-à-dire des mecs qui ont brillé à l'extérieur, même qui ont aussi brillé à un truc, mais qui n'ont pas brillé en équipe de France. Pour que tu sois vraiment haut dans le football français, que tu sois même haut, même dans le football de ton pays, il faut qu'il y ait des accomplissements forts avec le football de ton pays. Tes accomplissements en club ne te placent pas trop haut dans, comment on appelle ça? Ça ne te place pas haut dans le firmament du football de ta nation. Ce qui fait, on ne crie pas Maradona par rapport à ce qu'il faisait à Naples, en Argentine. On crie un Maradona par rapport à la Coupe du Monde 86 et la Coupe du Monde 90. On crie pas Zidane parce qu'il y avait les trucs à la Juve et au Real. On crie Zidane parce qu'il y a eu le 98, il y a eu l'Euro 2000 et il y a eu la Coupe du Monde 2006. On crie pas Michel Platini parce qu'il a gagné la Ligue des Champions avec la Juve. On crie Platini parce qu'il y a eu 82, il y a eu 84, l'Euro 84 où il a été hors norme et la Coupe du Monde 86. On n'écrit pas Ronaldo le Brésilien par rapport à ce qu'il faisait au Barça et à l'Inter. On crie Ronaldo parce qu'il y a eu la Coupe du Monde 2002. Même aussi la Coupe du Monde 90, juste avant la finale qui a été catastrophique un peu pour eux et la maladie bizarre qu'il a eu subitement en finale. Je n'accuse personne, mais c'était quand même bizarre cette histoire-là. Le football des nations te met dans le panthéon de l'histoire du foot. C'est même un peu aussi un cri de cœur un peu pour les gars qui sont toujours Ligue des Champions, Ligue des Champions, Ligue des Champions. Ce qui fait que tu entres dans l'histoire du sport, de ce sport-là. C'est le football des nations. C'est pas la Ligue des Champions. Tu peux gagner 6, 7, 8 Ligue des Champions. Il y a un joueur incroyable qui gagne 6 Ligues des Champions. Mais ça te met en rien. Ça te met pas en un truc que la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, c'est beaucoup plus grand que la Ligue des Champions. La Ligue des Champions est beaucoup plus difficile que la Coupe du Monde, mais la Coupe du Monde est beaucoup plus prestigieuse par rapport à l'histoire du foot. Ce qui a fait l'histoire de ce sport, c'est la Coupe du Monde. C'est pas la Ligue des Champions. Vous avez entendu parler d'un joueur qui s'appelle Gento?
Fabio Gento, joueur espagnol incroyable, gaucher, il jouait au Real Madrid. Ce mec, je crois que c'est le recordman des victoires de Ligue des Champions. Il n'en a pas quoi, combien? C'est pas 7. Il en a plein, hein, Gento. Incroyable gaucher, hein. Incroyable gaucher. Magnifique joueur espagnol. Eh ben, Gento, son impact dans l'histoire du foot, elle reste seulement pour des connaisseurs qui s'intéressent au truc. Je sais que sur mon public, là, il y a personne qui ne connaît beaucoup le gars de Gento, là. Et pourtant, c'est un immense joueur de l'époque du grand Real Madrid. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de grands accomplissements dans le football des nations. Di Stefano. Pourquoi Di Stefano n'a pas le même impact qu'un Maradona et autres, toi, alors que quand tu regardes Di Stefano, il n'a rien à envier à ces mecs. Di Stefano n'a rien à envier à Maradona, Di Stefano n'a rien à envier à Pelé, Di Stefano n'a rien à envier à Messi. C'est le football des nations. Il n'a pas eu d'accomplissement dans le football des nations, que ce soit avec l'équipe d'Argentine d'abord dans laquelle il était et l'équipe d'Espagne. Je vais m'ajouter encore un autre exemple. Deux personnages importants du football italien, Roberto Mancini et Giannini. Roberto Mancini, bon, vous le connaissez comme coach, mais quand il était joueur, il était un très très grand joueur de l'époque de la Sampdoria. Incroyable joueur de la Sampdoria qui perd la Ligue des Champions en 92 là, contre le Barcelone. Il était le meilleur joueur de l'équipe avec Vianney. Et je parle aussi de l'idole de Totti que vous voyez là, qui s'appelle Giannini. C'était des incroyables joueurs à l'époque. Dans les clubs, c'était un peu la légende avant que Totti ne vienne. Giannini était la légende de la Roma. En équipe nationale, ces gars-là n'avaient pas de gros impact. Ils n'arrivaient jamais à un truc de gros impact. Ce qui fait que maintenant, quand tu parles de Roberto Mancini, on le retient juste pour le truc qu'il a été sélectionneur, alors qu'on oublie le grand joueur qu'il a été. Et Giannini, il a complètement disparu des radars un peu de l'histoire du foot, alors que c'était un immense joueur de la Roma avant que Totti ne vienne. C'est l'idole de Totti. Pourquoi Totti est resté? Totti est resté parce qu'il y a eu l'Euro 2000 et il y a la Coupe du Monde 2006. Pourquoi Mancini, il jouait pas en équipe nationale. Mais par contre, il y a un joueur qui brillait dans cette époque-là, Roberto Baggio. Pourquoi Roberto Baggio est resté dans l'histoire et eux pas? Parce que Roberto Baggio a brillé dans les Coupes du Monde. Ses entrées marquantes en 90, sa Coupe du Monde 94, même s'il perd en finale, ça reste dans l'histoire. C'est pas les Ligues des Champions. C'est pas du tout les Ligues des Champions, les gars. Pourquoi vous croyez que c'était si important pour Messi pour gagner la Coupe du Monde? Pour entrer dans le cœur des Argentins, il fallait qu'il gagne une compétition internationale. Vous vous rappelez comment il est en larmes là, quand il gagne la première Copa América? Quand il gagne la Copa América avec l'Argentine là. On parle juste de la Copa América. Regarde comment il était en larmes là. C'était l'un de ses meilleurs moments de sa vie. Il dit enfin j'ai gagné avec l'Argentine. Parce que c'est ça qui me met dans le panthéon. C'est ça qui me fait que je suis placé avec ces gars. Quand il a gagné la Coupe du Monde, il a compris que oui, c'est la 16 maintenant. J'ai atteint ce que je cherchais. Vous croyez que quand Cristiano Ronaldo, là, la dernière Coupe du Monde, là, il est en larmes, là, quand le Portugal est éliminé et qu'il va pas gagner la Coupe du Monde, tu crois que c'est quoi? Tu crois que c'est quoi, les mecs? Il est en larmes, là, vous croyez que ça, il sait. Lui-même, il sait. C'est pas le football, les ligues tu demandes à Cristiano Ronaldo aujourd'hui. Entre tes 5 Ligues des Champions que tu as gagnées et une Coupe du Monde avec le Portugal là, qu'est-ce que tu voudrais? Il dit, je signe, j'enlève les Ligues des Champions, là, m'avait gagné la Coupe du Monde là. C'est pour ça que Mbappé est haut dans l'histoire du foot, parce qu'il a marqué pas une, mais 2 Coupes du Monde. Imaginez si Mbappé gagnait la 2e Coupe du Monde là où ça le plaçait. Il a marqué pas une, mais 2 Coupes du Monde. Erling Haaland peut marquer tous les buts qu'il veut avec Manchester City, il peut ramasser toutes les Ligues des Champions qu'il veut avec Manchester City. Et j'ai pitié pour lui avec la Norvège. Parce que la Norvège, oui, il y a Odegaard et autres et tout, mais je ne sais pas ce que ça peut apporter dans le haut niveau. Tant qu'il ne gagnera pas un titre international, ça ne mettra pas dans la dimension que Mbappé est déjà. Mbappé est dans une dimension historique qui le place dans l'histoire du foot. Erling Haaland est dans l'histoire du foot, mais pas la même dimension que Mbappé. Mbappé, c'est 2 Coupes du Monde. Les 2 grosses Coupes du Monde. Mbappé est parmi les meilleurs buteurs de l'histoire de la Coupe du Monde. Déjà.
Je compte la Coupe du Monde beaucoup plus que la Ligue des Champions. L'histoire là, c'est la Coupe du Monde. C'est pas la Ligue des Champions. Les gens sont dans la Ligue des Champions, Ligue des Champions. Tant que tu ne brilles pas en Coupe du Monde, c'est bon, tu racontes une belle histoire, tant que tu racontes un truc, mais il manque une dimension ailleurs. C'est la Coupe du Monde qui te place dans une dimension. Oh non. C'est pas la Ligue des Champions. Je sais pas, la Ligue des Champions produit les meilleurs matchs, tout ce que vous voulez, hein, oui, mais sans une Coupe du Monde. La Coupe du Monde, c'est le football. C'est pas la Ligue des Champions. Je sais pas qu'est-ce que on veut m'inventer depuis là. Et peut-être vous n'avez peut-être pas pris conscience de la finale qu'on vient de rencontrer, là, qui est la plus grande finale de l'histoire du football mondial qu'on a eu. La plus belle finale de la Coupe du Monde. L'impact que ça aura dans 20 ans, 30 ans, ce truc-là. Et le mec que vous voyez là a marqué un triplé dans cette finale. Il a marqué 4 buts en finale. Il est le meilleur, quand je dis 4 buts, je veux dire 3 buts avec en 2022 et 1 en 2018. Il est le meilleur buteur de l'histoire des finales de Coupe du Monde. C'est pas un truc depuis Geoffrey Hurst en 66. Vous croyez que Michael Rubin, là, qui invite là, avec Wanabi Basquiat, là, qui invite le boy là-bas dans la soirée, oubla, là, il invite le boy là. Vous n'avez pas compris la dimension dans laquelle il est? Vous croyez qu'on peut inviter Erling Haaland là-bas? Même Benzema, on peut l'inviter là-bas? Ça a été mondial. Ça a été mondial. Moi, j'avais les larmes aux yeux quand j'ai vu Mbappé faire ça. Qu'est-ce que je me suis dit? J'ai dit, putain, il est devenu le meilleur joueur français de tous les temps. Et Olo, le meilleur joueur français de tous les temps, c'est Mbappé. C'est acté depuis décembre 2022. Il faut réveiller peut-être les gens. Peut-être ils n'ont pas encore compris ce qui se passe. Mbappé est le meilleur joueur français de tous les temps depuis la finale 2022. Aucun gars en France, j'ai étudié le football français, n'a fait ça. Même mon chouchou Platini que j'adore. Je n'ai jamais mis Zidane au-dessus de Platini. Il est le seul gars où je me suis dit non, tu es au-dessus de Platini. Ça c'est bon, je t'ai donné les mains. C'est ce gars-là. Et il est incroyable, même hors foot, dimension politique, truc, quoi tu foot, un joueur français comme je n'ai rarement vu, peut-être le joueur français le plus intéressant depuis Platini, en termes même de tête, je parle même de tête, qui écrase complètement tous les quatre là dans la dimension, même Benzema qui est Ballon d'Or, il écrase Benzema, il est plus grand que Benzema, même si Benzema est Ballon d'Or. Mais Mbappé, j'avais les larmes aux yeux. J'ai dit, il a atteint la postérité. La finale, là, même s'il a perdu, c'est pas grave. Ça m'a rappelé ce que vous voyez là. Sa photo là me rappelle la photo que vous voyez à gauche là. Je sais. Il n'en a peut-être pas conscience, mais il est déjà dans la postérité du foot mondial. Mbappé est une légende du foot, déjà. Peut-être on peut le classer parmi les 20 meilleurs joueurs de l'histoire du foot. Je suis sérieux quand je le dis. C'est 2 coupes du monde, les mecs. Et une finale pareille. Qui a atteint la postérité, qu'importe qu'il ait gagné ou pas. On en parlera de ce mec-là pendant 50 ans. On en parlera de ce truc-là pendant 50 ans. Le triplé qu'il fait là, c'est pendant 50 ans. Ça a été passé. Quoi que quand tu viens voir là, les gars, là, tu es dans les bêtises là, c'est quoi? C'est le meilleur joueur français de tous les temps. Je n'aurais jamais pu imaginer un jour dans ma vie de dire ça, que je mets quelqu'un au-dessus de Michel Platini. Mais lui, il est grandement au-dessus de Michel Platini. Instant. Même si Platini c'est mon préféré, il est au-dessus de Platini. Ah, ça, j'ai donné les mains sur le gars là. Bref, pour revenir à ça, il y a maintenant un peu cet individu aussi que je veux parler là, qui est du nom de Sami Nasri. Sami Nasri, de ces 4 là, dont j'ai un peu l'affection, hein, j'ai beaucoup d'affection pour certains pour Ben Arfa, pour Jérémy Ménez et Benzema humainement. Sami Nasri est celui que j'ai vraiment le moins aimé, humainement. Hein. Humainement, c'est celui que j'ai vraiment encore le moins aimé et que je dois avouer que tout ce qui lui est arrivé un peu dans sa carrière, sans vouloir le janter de trucs,
Je pense que c'est non seulement beaucoup de sa faute, et je pense que c'est mérité pour l'individu qui peut être parfois. Vous savez, des quatre là, Sami Nasri est sans aucun doute le plus intelligent des quatre. Sami Nasri est le garçon le plus intelligent de ces quatre-là. C'est pour moi même peut-être un des jeunes footballeurs de cette génération très intelligent. La culture foot qu'il a, une incroyable culture foot, une incroyable analyse même du sport, du foot. C'est pour ça que il va devenir un consultant. Il est en train de devenir un consultant incroyable. Ça m'a même pas surpris. J'ai dit non, qu'il soit le consultant qu'il est en train de devenir là, c'est incroyable. Euh, Pourquoi pas coach aussi dans le foot aussi. C'est quelqu'un qui a une analyse de foot. C'est quelqu'un que j'écoute toujours quand il parle de foot. Mais moi, Nasri, il a un peu l'intelligence que j'appelle l'intelligence négative. Qu'est-ce que je m'explique? Il fait partie un peu de ce genre d'individus là qui sont intelligents et qui ont toujours une attitude un peu très supérieure avec les gens qui côtoient et dont il sait qu'il a la capacité intellectuelle beaucoup plus grande. C'est pour ça qu'il peut être un poison dans l'effectif dans lequel il est. Je regarde un peu son parcours à Arsenal, je regarde son parcours à Manchester City, je regarde les trucs en équipe de France. Nasri a l'attitude, il a le mauvais orgueil, il n'a pas le bon orgueil. Il a une intelligence très très grande, mais il a le mauvais orgueil et une intelligence négative. Vous voyez ce genre de mecs que vous connaissez dans la vie qui sont très intelligents, très trucs et qui ont toujours une attitude un peu très pédante avec les compatriotes où il essaie toujours de te dire une phrase et il dit que il essaie de te faire comprendre comment tu ne comprends pas cette phrase alors que c'est évident. Nasri est typiquement cette tête à claque là. C'est quelqu'un aussi que malheureusement aussi je dois lui accorder ça. On lui a mis, on a estampillé un peu futur Zidane alors que je vois que dans les qualités il ressemblait beaucoup plus à Djorkaeff qu'à Zidane. La comparaison avec Zidane, c'était vraiment farfelu. Même moi, à l'époque, je trouvais ça farfelu. Je dis, mais le mec, il ressemble pas à Zidane, il ressemble beaucoup plus à Djorkaeff. Dans le style. Et il en a un peu pâti. Je pense que c'est quelqu'un aussi qui a eu des choix de carrière, parfois en limite. Le fait de partir à Manchester City au lieu de rester à Arsenal, bon, je peux comprendre. Arsenal aussi, de cette époque-là, tournait un peu en rond. T'es toujours dans les quarts, demi-finale de Ligue des Champions, perdait toujours le titre au truc, il manquait quelque chose un peu, tu sais, je comprends un peu la volonté de titre. La situation avec Didier Deschamps, bon, c'est un peu partagé. Je sais que Didier Deschamps est un personnage qui peut être très clivant et que moi aussi je n'apprécie pas. Cette situation-là était un peu beaucoup plus obscure qu'on le veut le voir. C'était beaucoup plus obscur et beaucoup plus complexe que le truc que Nasri fout le bordel et Deschamps l'a éjecté. Je pense que c'était un peu beaucoup plus politique par rapport à certains individus, justement, le groupe qui n'arrive pas à supporter Nasri. Il y a un problème Nasri, ça c'est clair. Mais c'était un très beau joueur de football. Je pense que déjà même s'était aussi grillé à la FC Séville alors qu'il avait Sampaoli. Ça, je me disais mais les mecs à Sampaoli. D'ailleurs même, je reviens même sur Ben Arfa. Ben Arfa aurait eu une meilleure fin de carrière s'il n'avait pas signé au PSG, s'il avait signé à Séville avec Sampaoli. Je peux comprendre que le contrat que le PSG lui offrait là, il savait qu'il ne pourrait plus avoir un tel contrat. Je peux comprendre qu'on peut assurer ses arrières financièrement. Mais je pense qu'il aurait gagné beaucoup plus que quelque chose d'intéressant de fin de carrière s'il avait signé chez Sampaoli au lieu de signer au PSG après qu'il part de Nice là. Qui est justement la seule saison de qualité qu'il a fait dans sa carrière. S'il était parti chez Sampaoli, je pense que la fin de carrière de Ben Arfa aurait été très belle. Très très belle. Parce que je vois FC Séville et les coupes de l'UEFA, Ben Arfa aurait créé une certaine aura là-bas en Espagne qui aurait permis peut-être que même en équipe de France, il puisse avoir 2-3 piges et autres tours. Non pas seulement forcément en tant que titulaire, mais en tant que joker de luxe. Je pense. C'est un peu mon avis dessus.
Dans Nasri, c'est ça un peu. C'est un peu un personnage que très agaçant. Très agaçant. Très agaçant l'individu. Très agaçant. Bon, en se consultant, tu peux déjà voir aussi ça. Mais j'attends de voir aussi son parcours. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va choisir? Qu'est-ce qui va être dans le football? Est-ce qu'il va se contenter d'être consultant? Est-ce qu'il va avoir un destin à la Dugarry comme consultant? Dugarry, pour moi, a été un des meilleurs consultants de France, si ce n'est le meilleur à son époque. Ça, je ne sais pas. Moi, est-ce que je veux le voir dans le foot? Je dis pourquoi pas. Il a des idées de ballon. Moi, je pense que c'est des gars comme ça. Moi, je suis pour qu'on met des anciens joueurs qui ont joué au haut niveau dans les instances un peu du football français. Parce que ces gars ont une expérience de l'étranger, un truc. Et un mec comme Nasri, une tête comme Nasri, c'est important un peu d'avoir dans les hautes instances du foot. Moi, je pense. Jérémy Ménez, bon. Euh, Il a une carrière comme les autres, comme les trois autres, un peu en dents de scie. À Sochaux, Monaco, et à la Roma où il était, Totti l'avait pris un peu sur son aile. Je me rappelle que Totti avait pris beaucoup sur son aile, Jérémy Ménez, comme il avait indiqué un peu dans l'émission, la fabuleuse émission de Colline Interview. D'ailleurs, même j'aimerais passer un grand hommage à Colline Interview qui a révolutionné un peu la manière de présenter un peu les joueurs de football en France. Il a réussi à faire des interviews pour humaniser un peu les joueurs et je lui en remercie parce que cette manière de faire les interviews m'ont beaucoup éclairé un peu sur beaucoup de personnages du foot français dont j'avais certains a priori. Et ça, c'est grâce à lui, il a révolutionné un peu le foot. Le média, le foot, il a révolutionné le média foot en France sur ce plan. Il faut le signaler. Quand il y a un gars qui révolutionne les choses, il faut toujours signaler ça. Et Menez, bon, comme il avait dit, Totti l'avait pris sur son aile. Je me rappelle un peu la fin de la saison 2010, il commençait à avoir des trucs. Puis il y a cette signature au PSG où la première saison elle est pas mal. La deuxième saison, elle est un peu plus compliquée, même si Ancelotti l'adorait. Et puis il a les saisons au Milan C, après il se perd un peu dans sa carrière. Jérémy Ménez est le personnage le moins intéressant de ces quatre-là. C'est-à-dire que, oui, il a du talent, oui, il avait des matchs où il arrivait un truc, mais le personnage est tellement inintéressant, tellement plat. Il est hyper plat, il n'a aucune densité par rapport à les trois que je viens de vous citer là. Je dis beaucoup de choses sur Nasri, mais Nasri est un personnage intéressant. Ben Arfa, alors j'en parle pas. On peut écrire 50 bouquins sur Ben Arfa. Benzema, pareil. Mais Menez, mon Dieu, qu'est-ce qu'il est inintéressant. Quand il parle, c'est inintéressant. Quand tu regardes son histoire, la carrière, c'est inintéressant. Rien de transcendant. On peut pas écrire un bouquin sur Jérémy Ménez. On peut écrire un bouquin sur Ben Arfa. On peut écrire 3 bouquins sur Ben Arfa. On peut écrire des bouquins sur Nasri. On peut écrire énormément de bouquins sur Benzema. Mais qu'est-ce qu'on va écrire sur Jérémy Ménez? Rien. Rien. Le gars, il est inintéressant. C'est vraiment le mec Cassos qui a eu du talent juste sur le foot, mais qui n'a rien, il n'a même pas de vision du foot. Même son interview à Colline Interview, c'était à chier, tu t'endormais et tout. Il y a rien qui te passionne. Alors que quand tu regardes les interviews de Benzema, tu regardes les interviews de Ben Arfa sont fascinantes, les interviews de Nasri sont fascinantes, les interviews de Ménez, bon, tu t'endors. C'est comme si tu étais en train de regarder des chiffres et des lettres l'après-midi là à France 2 quoi. Non mais c'était chiant. Il est inintéressant cet individu. Donc voilà. Et c'est ça un peu la génération 87. C'est une génération qui devait être dorée, qui était talentueuse, qui a eu qui représente un peu la France et c'est le problème de ses banlieues, qui représente encore beaucoup de stigmates un peu des deux côtés. Hein. Je pense que c'est un problème un peu des deux côtés.
un problème un peu d'une France qui n'accepte pas, qui n'avait pas accepté un peu ce genre de personnes-là, la montée de certaines choses de banlieue, et aussi un peu le rejet un peu de certains codes français, un peu de cette banlieue-là. Donc c'est un peu un manque de communication qui représente un peu ces mecs-là. Ça pouvait se voir un peu par le défi de l'autorité que tu pouvais voir un peu chez certains personnages comme Ben Arfa, Nasri et Menez aussi. Benzema qui était un peu plus le truc. Je pense que Benzema, son histoire avec l'équipe de France, elle est contrastée. Elle restera toujours contrastée. Ça restera sa blessure de sa carrière. Complètement méritée sur certains plans. À la fin, je pense pas. À la fin, je pense qu'il a été beaucoup manipulé par une bande de gars qui ne voulaient pas le voir revenir prendre les rênes de l'équipe de France. Je pense à Griezmann, je pense à Loris, je ne vois pas Giroud. Giroud n'a rien à voir là-dedans. Je pense surtout à Griezmann et à Loris, qui commençaient à jalouser un peu l'impact que Benzema pouvait avoir au long terme dans l'équipe de France là. Je pense généralement à l'Euro 2020, là où Griezmann n'est pas bon et Benzema est bon. Il y a plein de choses qui ont fait que ce gars-là, la fin de carrière en équipe de France. Je ne pense pas que c'est de sa faute. Au début, oui, mais là, non. Là, non, il y a un peu une manipulation politique entre Deschamps et Griezmann, là. Surtout Griezmann qui a fait un peu de la politique pour l'éjecter. Ou l'éjecter. Donc, je pense que c'est ça que j'avais à dire sur ces générations 87. Pour ceux qui ne la connaissent pas, pour les jeunes générations qui ne la connaissent pas. Ah oui, je voulais ajouter aussi ça. Quand je vois Kylian Mbappé, qui a un père qui l'a sûrement inculqué beaucoup de choses dans l'histoire du foot en général. Quand je vois Kylian Mbappé, son comportement, je me rends compte à quel point il a étudié toutes les erreurs des gars de 87. Il a étudié comment ne pas tomber dans les erreurs que ces mecs ont fait. Et c'est pour ça qu'il arrive à être aussi pertinent et tout, même si lui aussi, comme il a aussi ses petites casseroles sur certaines choses, hein, ça c'est pas, ça c'est inévitable. Mais le gros de ses erreurs, des erreurs qu'il évite, viennent du fait qu'il a sûrement étudié, et je pense que c'est son père qui l'a amené là, à étudier vraiment les erreurs que cette génération ont commises là-dedans. Et je pense aussi que ça doit être aussi un avertissement pour la DTN et les instances françaises de comment construire des gros projets politiques sportifs avec une vision de jeu claire qui permettrait à ce que le jour où il y ait une autre génération comme ça qui génère, on ne puisse pas avoir la catastrophe qu'on a eue avec eux. C'est à ça qu'ils doivent servir. Parce que ce gâchis-là, c'est aussi le gâchis du football français. Ce n'est pas juste le gâchis personnel, c'est aussi le gâchis du football français. S'ils étaient aux Pays-Bas et s'ils avaient été en Allemagne, ces 4 gars-là seraient dans la légende du football mondial en ce moment. Il y a un seul qui est dans la légende du football mondial, mais ces 4 gars seraient tous dans la légende du football mondial. Le 4e Benzema, il est dans la légende, ça c'est acté, c'est pas un problème, mais ça aurait été dans le cadre du football français. S'ils avaient été en Allemagne, ça aurait donné ce que j'ai vu en 2014 avec l'Allemagne, là, avec Thomas Müller, Ozil, comment il s'appelle encore là? Thomas Müller, Ozil, Podolski, etc. Ça aurait donné les Pays-Bas avec Sneijder, Van der Vaart, Van Persie et Robben. Ça aurait donné cette génération-là. Et j'en passe. Et en Espagne, ça aurait donné ce qu'on a vu avec les gars de 2010. S'ils étaient dans des institutions fortes, des institutions qui ont un projet de jeu et des institutions qui ont un truc, on n'aurait pas eu un talent gâché comme ça là. Parce que c'est quand même terrible de se dire que merde, à un moment donné en France, il y a eu 4 mecs comme ça. Pas un, mais 4. Ça, c'est tous les 100 ans qu'il va avoir ça dans ce pays. C'est pas tous les jours que tu vas avoir 4 joyaux purs comme ça. Dans une génération. Quand tu n'as pas d'institution qui gère bien les mecs.
Comment tu vas gérer ça? Ça, le talent ne sert. C'est pour ça que j'en parle encore, moi. Truc sur Kev Adams, là. Là où il disait que la France, quand je dis que la France, le grand, comment il s'appelle, le Florent Manodou lui disait que la France n'est pas un pays de sport. Voilà pourquoi la France n'est pas un pays de sport. Va regarder la génération 87, la gestion de cette génération-là. Ça a été un désastre. Désastre. Mais désastre. 95% de leur faute, 5%, mais aussi énormément de fautes. Deux institutions françaises qui ne savent pas construire des projets audits pour accompagner quand tu as 4 gars de ce calibre-là, en termes de talent. Parce que le football, c'est 10% le terrain, 90% toutes les structures et politiques que tu mets en place pour gagner. Tu ne peux pas gagner et être, comment on appelle, prospère sur le long terme s'il n'y a pas une politique forte, s'il n'y a pas des institutions fortes, s'il n'y a pas un projet de jeu fort. Ça ne marche pas comme ça. Les grands pays, quand tu étudies leur foot, c'est toujours comme ça qu'ils ont gagné. Et c'est pour ça qu'ils sont toujours haut. Oui, la France est championne du monde. Oui, la France a fait la finale. Oui, la France a fait la finale de l'Euro. Oui, la France a gagné la Ligue des Nations ces dernières années. Mais c'est le résultat brut du groupe de Deschamps. Ce n'est pas le résultat du football français. Si vous aimez vous cacher derrière un mec qui propose un jeu, déjà je ne sais pas comment, et qui ne propose aucune politique, des résultats, ne vous étonnez pas que quand il soit plus là, ça soit le désastre. Continuez la politique de l'incompétence. Et le jour où on a encore 4 gars qui sortent comme ces 4 gars-là que je vois là, ne vous étonnez pas que ça se viande encore. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.